Allez, et ben du coup, bonjour à tous. Merci de vous être connectés au webinaire La jungle des solutions ESG. Moi, je m'appelle Delphine Bourdin, je suis consultante RSE et ESG pour Next Decision. Et Aurore Binet, consultante, je fais de la chefferie de projet et manager d'une équipe à Nantes. on va être ensemble environ 1 heure. L'idée, ça va être de voir un peu le panorama, le marché des outils ESG. Pourquoi mettre en place un outil ESG? Quelles sont les principales fonctionnalités attendues? Pourquoi finalement on va chercher à s'outiller? Comment ça se passe dans le système d'information de votre entreprise? Comment on l'intègre? Comment on le positionne? Quels sont les grands enjeux? Et puis ensuite, on vous proposera un classement des solutions ESG en grande famille. Et puis on reviendra sur comment Next Decision peut vous accompagner. Déjà, le contexte. Les solutions de reporting ESG sont un marché qui est assez récent, hein, qui date de 2019 environ. On est sur un marché qui est très fragmenté, très immature et qui croît à très grande vitesse. Cette année, pour ceux qui étaient au salon ProDurable, au Palais des Congrès à Paris, là, en octobre 2024, il y avait environ 81 éditeurs ESG. Ça remplissait tout un étage du Palais des Congrès. Et en fait, c'est une vraie explosion par rapport à l'année d'avant où on en avait environ une vingtaine. Donc, depuis 2019, les investissements dans les solutions ESG sont accélérés. On parle de plus d'1 milliard au total. Viennent s'ajouter à ça les private equity qui ont investi également plus d'1 milliard également dans le secteur. Donc, c'est vraiment des investissements qui sont gigantesques. On estime que le marché des logiciels ESG en chiffre d'affaires escompté était à 290 millions d'euros en 2024 et augmente de 26% tous les ans. Donc, on escompte une augmentation de presque 30% par an. Donc, c'est finalement un petit marché aujourd'hui, environ 1% du marché des logiciels, mais qui croît à très grande vitesse. Pourquoi finalement on met un outil ESG? Le principal catalyseur ou déclencheur, c'est souvent la réglementation, la mise en conformité réglementaire et principalement la CSRD, qui avec ses plus de 1200 points de données, des sources de données très très éparses, on va revenir là-dessus, ça crée du coup une complexité de collecte de données importante. Il y a aussi le bilan carbone. On est un peu sur le même type de sujet où là, pour le coup, on va avoir besoin d'aller collecter des données qui sont éparpillées dans le système d'information auprès de plein de parties prenantes internes et externes. Et donc, ça crée là aussi de la complexité. Et c'est encore plus le cas quand on commence à parler d'analyse de cycle de vie de produits. Donc, l'autre sujet qui pousse aussi les entreprises à s'équiper, c'est le besoin de véracité des données, parce que on le verra un peu plus tard dans le support, mais notamment dans le cas de la CSRD, mais aussi dans le cas du bilan carbone, il y a un audit qui est fait des données. Il faut quand même prouver que les données sont suffisamment qualitatives pour qu'on puisse mettre un coup de tampon sur les travaux qui ont été faits. Et enfin, la charge de travail, parce que ces reportings, ils sont annuels et donc du coup, ça représente une charge de travail importante. Pour certains pilotes ESG en entreprise, finalement, quand on ne sait pas par quel bout prendre le sujet, prendre une solution, ça peut s'avérer être une solution à plein de problèmes, et en fait, ça ne l'est pas forcément, parce que se précipiter dans le choix d'une solution sans même avoir bien compris les besoins et avoir suffisamment mûri pour être capable de la choisir avec des informations éclairées, ça risque d'engendrer des surcoûts, puisqu'il faudra certainement la changer dans les années à venir. Donc finalement, comment fait-on, et c'est tout l'objet de ce webinaire, pour avoir la solution qui soit adaptée à ces besoins? Il va falloir tenir compte évidemment de l'importance des données ESG, on vient d'en parler, les enjeux, pourquoi on s'équipe, quand est-ce qu'il faut s'équiper, finalement pour quels usages et comment bien s'orienter. Et puis on verra ensemble aussi les principales solutions du marché, comment on les catégorise et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, il y a une importance montante des données ESG. On l'a dit, déjà il s'agit de répondre aux obligations réglementaires. Les réglementations ne font que s'empiler sur l'aspect ESG. On connaît beaucoup la CSRD, qui est donc cette réglementation autour du reporting extra-financier. Il y a aussi la taxonomie européenne, qui va classer les différentes entreprises, donc toutes celles qui sont assujetties à la CSRD sont aussi assujetties à la taxonomie européenne. Il va s'agir de classer les activités en classe 3, 6 ou 9, afin de permettre notamment aux investisseurs de savoir si elles peuvent ou pas prêter de l'argent à ces entreprises. On va aussi avoir le UDR, qui est la réglementation contre la déforestation pour les importateurs de produits
issus de la déforestation. Il y a la réglementation de BGS sur le bilan carbone. Pour les entreprises plus importantes, il y a la CS3D. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CSRD est en pleine évolution et va faire encore qu'évoluer sur les volets métiers jusque 2028. Donc, il y a un vrai besoin, quelque part, de veille et de transférer une partie de cette compétence-là sur un système qui, du coup, va vous permettre de, sans avoir à faire les recherches, d'être tout le temps à jour sur ce que vous avez à faire. L'autre grand pilier, c'est évidemment d'avoir besoin de piloter et d'améliorer votre stratégie ESG avec des données fiables. À la fois, il y a les données fiables qui vont permettre de faire l'audit, les données fiables qui vont vous permettre de bâtir votre stratégie, votre trajectoire de décarbonation, parce que tout ça s'appuie sur vos calculs que vous avez fait avant. Et puis, les données fiables qui vont aussi vous permettre d'être irréprochable dans votre communication et complètement exempte de tout ce qui est greenwashing. Et puis, renforcer votre image de marque, et ça, c'est un autre aspect important. Tout ça, on le fait évidemment pour beaucoup d'entreprises impulsées dans le cadre d'une mise en conformité réglementaire, mais c'est aussi et avant tout l'opportunité de faire autrement, développer une stratégie RSE, développer la résilience de votre activité face à tous les enjeux qui arrivent, augmentation du prix de l'électricité, raréfaction de certaines matières, augmentation des coûts des transports, mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Comment vous pouvez anticiper ces sujets-là et faire en sorte que les impacts financiers pour votre activité soient les plus faibles possibles, mais aussi se différencier de votre concurrence parce que potentiellement, vous pouvez faire ces exercices réglementaires avec le strict minimum d'énergie. Et du coup, vous répondrez aux besoins, c'est-à-dire que vous allez répondre, vous allez produire un rapport qui pourra être audité, ou vous pouvez faire en sorte de faire de cette contrainte une opportunité et du coup de mettre en place ce qui va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et de tirer tous les profits de cette démarche, pas juste de faire le minimum syndical. À quoi ça sert un système d'information ESG? Avant tout, ça sert à collecter des données. L'objectif est d'en faire à terme une forme d'ERP de la RSE. On va y déverser un maximum de données ESG. On va les travailler, les consolider pour faire en sorte qu'elles soient les plus justes possibles, qu'on ait pu rassembler les données de l'ensemble de vos sites, etc., etc. Et ensuite, tout ça, ça a deux vocations principales. Un, soutenir l'activité RSE, soutenir la fonction RSE, en lui permettant d'avoir les outils de travail au quotidien pour progresser dans l'entreprise, avec des plans d'action, avec une trajectoire de décarbonation, avec la mise en place de scénarios qui vont vous permettre de calculer facilement si vous remplacez un tiers de votre flotte de véhicules par de l'électrique, quel va être l'impact sur votre trajectoire de décarbonation? Est-ce que ça vaut le coup au regard de l'investissement? Si vous changez de fournisseur, quel est l'impact sur le carbone lié à vos achats de produits? Est-ce que c'est intéressant de le faire, etc., etc. Et puis d'avoir des reportings réguliers de l'avancement de vos travaux auprès de la direction. Le deuxième grand intérêt de ces outils, c'est de préparer tous les formats de restitution, notamment, donc on en parle beaucoup, du rapport de durabilité de la CSRD, mais aussi du reporting carbone, de la mise en conformité sur la déforestation pour ceux qui sont assujettis, avec notamment les certificats qui permettent l'import des matières, les rapports à destination des financeurs, pour tous ceux qui ont des actionnaires, des fonds d'investissement, etc. La préparation de la notation EcoVadis. Là, l'idée, c'est, normalement, EcoVadis, c'est 6 semaines d'ouverture de plateforme qui vous permet annuellement de charger tous vos documents et de mettre à jour vos livrables. Là, l'idée, c'est de pouvoir, du coup, ne pas juste avoir un pic de travail sur 6 semaines, mais de pouvoir préparer dans l'outil tous les livrables qui vont servir à EcoVadis sur l'ensemble de l'année et de les déverser pendant cette période de 6 semaines et d'avoir un vrai lissage de la charge de travail. Mais ça peut vous permettre aussi de répondre à d'autres référentiels, pour ceux qui ont d'autres référentiels, par exemple l'ONU, Bicorp, le rapport d'émission, le GRI, etc. J'en passe des milliers. En fonction des outils, soit ils embarquent ça de manière standard, soit vous pouvez paramétrer des rapports spécifiques. Donc, pourquoi s'outiller d'un outil ESG? Il y a une diminution de la charge de travail. Il
Il y a le deuxième grand sujet, c'est la fiabilité des données. Et le troisième grand sujet, c'est la réduction du besoin en expertise. Si on rentre dans le détail, la diminution de la charge de travail, c'est l'automatisation de la collecte. Vous allez pouvoir avoir un tableau de bord de supervision de votre collecte sur vos différents sites de production, envoyer des questionnaires auprès des différentes parties prenantes, récupérer des données via fichier à plat, récupérer des données par API, et tout ça au fur et à mesure, ça va vous permettre de suivre où vous en êtes, de savoir qui vous devez relancer, à quel moment, etc. Vous allez avoir du coup une consolidation qui est faite en automatique. Si notamment vous avez des sites à l'étranger avec différentes unités dans le calcul des volumes, dans le calcul des distances, et aussi différentes monnaies, tout ça va se mettre automatiquement à jour et se consolider de manière automatique. Vous avez ensuite la production des fameux rapports. Donc là, on parle du rapport de durabilité, mais c'est la même chose pour l'ensemble des livrables. En fonction des outils, vous avez la version minimum, ça on y reviendra un peu plus tard, qui va être du coup la génération d'un fichier Excel qui va exporter les données qualitatives et quantitatives de la plateforme. Et après, vous aurez tout un travail de copier-coller pour remettre ça selon les normes attendues de la CSRD, où vous avez des outils qui vont jusqu'à la génération d'un point doc avec un balisage XBRL qui est attendu à partir de 2028, qui vous permettent du coup à la fois d'avoir un document modifiable, de pouvoir y ajouter des éléments de forme, un témoignage, retravailler la charte graphique, etc. Et puis, vous avez la structuration avec les balises comme attendu dans le cadre de la réforme. Et on rappelle que tout ce travail est à faire, évidemment, annuellement. Un des enjeux majeurs, hein, c'est de dégager du temps de travail pour les personnes qui occupent la fonction RSE, qu'elles le fassent à temps plein ou à temps partiel, pour que ça leur permette d'avancer les chantiers de fond, parce que c'est ça le cœur de leur travail, et non pas passer toute l'année à courir après les données pour pouvoir faire du reporting. Parce que si vos chantiers de fond n'avancent pas, du coup, d'une année à l'autre, vous n'aurez pas de progrès à annoncer dans vos rapports. Le deuxième grand volet, c'est la fiabilité des données. Donc, on en a parlé. Le fait que la collecte soit automatisée, ça vous permet d'avoir une unicité de la collecte. C'est la même formule de calcul. C'est la même définition qui est donnée pour chaque indicateur. Il y a des contrôles automatiques qui peuvent être mis sur les données et ça, c'est au cas par cas et ça se paramètre. Mais vous pouvez avoir, par exemple, la demande de justificatif à chaque donnée saisie. Vous pouvez avoir un workflow de validation, faire valider une donnée saisie par un sachant de votre organisation. Vous pouvez mettre en place des contrôles de cohérence, par exemple, ma facture électrique en 2024 était de temps, j'escompte une augmentation de maximum N% liée à l'augmentation de mon activité. Et donc, si j'ai une donnée qui sort de ce cadre-là, alors j'aurai une alerte pour vérifier cette donnée. La consolidation géographique, la structuration de la collecte, ça on en a déjà parlé, et puis l'audit, puisque les outils embarquent de manière native ce qu'on appelle les pistes de traçabilité, qui vont permettre à un auditeur, avec un accès à un profil qui lui est dédié, de pouvoir remonter toute la saisie de la donnée, de sa saisie initiale, qui peut être faite par exemple dans le CRM, qui l'a validée dans le CRM, comment cette donnée est arrivée dans l'outil ESG, par quel type de flux, est-ce qu'elle a été verrouillée dans l'outil ESG ou est-ce qu'elle a pu être modifiée, etc., etc. Le sujet suivant, c'est tout ce qui est expertise. Donc ça, c'est un des principaux moteurs qui pousse souvent les fonctions RSE à s'équiper, c'est l'expertise embarquée par ces outils, en termes de méthodologie, en termes d'expertise sur les différentes réglementations, qui du coup leur font miroiter la solution à tous leurs problèmes. Alors c'est en partie vrai, c'est-à-dire qu'effectivement les solutions embarquent les indicateurs déjà traduits, ce qui est une première chose. On rappelle, les réglementations du bouquet européen ne sont pas traduites en français. À côté de ces traductions, il y a des définitions, il y a des formules de calcul. Donc effectivement, tout ça facilite grandement le travail versus un fichier Excel avec zéro. Il y a des référentiels qui sont mis à jour. Donc, on parlait des ECRS, mais aussi pour la mesure de l'empreinte carbone, il y a différentes bases de facteurs d'émission, pour ceux qui se connaissent en bilan carbone, qui sont rassemblés et qui sont mis à jour parfois automatiquement. Ce qui vous permet, par exemple, d'industrialiser votre bilan carbone. Si vous avez fait un calcul en l'année 2024 avec un facteur de l'ADEME
qui datait déjà un peu et que ce facteur est mis à jour en 2025, votre calcul sera automatiquement sur votre bilan carbone 2025 mis à jour avec le nouveau facteur d'émission. Et puis, ce qu'on disait, vous avez des rapports clés en main, ce qui fait que, par exemple, ça embarque déjà toute la structuration et une partie des attentes du rapport. Donc, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Sur la CSRD, typiquement, le rapport il est extrêmement structuré. Il faut suivre pas à pas la démarche. Et donc, du coup, en passant par un outil, directement, potentiellement, vos données seront exportées sous le bon format et vous n'avez pas à vous poser de questions. Si vous avez bien ou mal fait. Quand faut-il s'équiper? Alors, il n'y a pas forcément de bonne réponse. On va tenter de vous aiguiller un petit peu quand même. Un des premiers sujets, ça peut être le besoin de se mettre en conformité sur la CS3D, la CSRD, la taxonomie, le LUDR ou DGS. Ça peut être des attentes de vos parties prenantes. Ça, on commence à le voir pas mal. Les parties prenantes, elles sont protéiformes. Soit c'est des attentes de consommateurs finaux, parce que vous êtes en B2C, et que de plus en plus, vous sentez cette attente du marché de faire autrement. Et donc, une des meilleures manières de faire autrement, c'est de démarrer par un bilan carbone. C'est ce qui va faire une base de votre stratégie RSE, une base factuelle de où est-ce que vous devez vous améliorer, et puis ensuite de démarrer une trajectoire de progression avec une mesure indexée. Ça, c'est le premier type de partie prenante. Vos clients en B2B, ça, c'est aussi un grand facteur. Si vous travaillez avec des parties prenantes de taille assez conséquente quand même, qui eux-mêmes sont soumis à la CSRD, ils vont faire de plus en plus pression sur vous pour vous améliorer. Et donc, dans ce sens-là, vous allez vite avoir besoin vous-même de vous outiller pour pouvoir répondre à leurs attentes et progresser. Et ça peut aussi être parfois une attente des employés. C'est l'histoire de longue décision, par exemple. Et là, on est plutôt dans une démarche volontaire d'une entreprise qui a envie de mettre une démarche d'amélioration pour bien faire. Et puis, ça peut être, c'est ce qu'on vient de dire, une démarche volontariste d'amélioration de votre impact. Les grandes fonctionnalités attendues. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les 10 principaux sujets qu'on traite actuellement dans la RSE. Donc, ils sont il y a plusieurs types. Il y a tout ce qui concerne, évidemment, on dit ESG, tout ce qui concerne l'environnement au sens large, tout ce qui est carbone, pollution, gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion des matières entrantes, sortantes et de la circularité. Tout ce qui est pilier 2 social avec tout ce qui concerne l'effectif de votre entreprise, tout ce qui concerne ce qui se passe chez vos parties prenantes en termes de conditions de travail, mais également tout ce qui concerne l'écosystème autour de vous, c'est-à-dire les communautés affectées autour de vos lieux de production, autour de vos chantiers, autour de vos usines, autour de vos points de stockage. Et puis, tout ce qui concerne également les utilisateurs finaux, comment garantir la sécurité de leurs données, leur sécurité personnelle, etc. Et puis enfin, tout le volet gouvernance, avec comment sont prises les décisions dans votre entreprise, quelle est la politique salariale de votre entreprise, comment remonte l'information, redescend l'information, la cybersécurité, la protection des données, la protection des lanceurs d'alerte, l'anticorruption, la protection animale, notamment, etc. Donc, on voit que c'est un périmètre assez large. Les grandes fonctionnalités d'un système d'information ESG, donc on l'a vu, comment on le choisit? On le choisit déjà en se demandant à quels besoins réglementaires il répond. On va le choisir aussi en fonction des livrables ou référentiels attendus, c'est le vocabulaire varie d'un éditeur à l'autre. Qu'est-ce qu'on a besoin de sortir, qu'est-ce qu'on a comme besoin en sortie de ce logiciel? Quels sont les besoins de ma fonction RSE? Est-ce que la fonction RSE aujourd'hui repose sur une demi-personne, une personne, 8 personnes chez vous? Quelle est l'ambition de progression que vous avez sur les années à venir en lien avec votre stratégie de développement? Et du coup, quels vont être les besoins d'outillage de cette équipe sur les années à venir? L'intégrabilité, est-ce qu'on veut automatiser ce rapport ou ces calculs d'empreinte carbone? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on veut qu'il y ait des flux qui passent en direct? Est-ce qu'on a besoin d'API en entrée, en sortie? Est-ce qu'on veut un connecteur
spécifique pour son ERP, son EPM, etc. La facilité d'utilisation. Combien d'utilisateurs vont travailler sur cette future solution? Quel est leur profil? Et du coup, en fonction de ça, quel besoin on a sur la solution? Sécurité et confidentialité. On manipule. Vous l'avez compris, on a besoin de faire rentrer beaucoup de données dans ce système, et notamment les données sociales, qui sont souvent des données qui ont besoin d'un niveau de confidentialité important. Donc, comment on fait transiter ces données? Où est-ce qu'on les transforme pour garantir cette confidentialité? Et enfin, la modularité et l'évolutivité en fonction de comment vous vous projetez dans les années à venir et ce que vous voulez en faire dans les années à venir. Les principales fonctionnalités attendues, on a des fonctionnalités dites core. Donc là, je vous ai oublié de vous dire, mais les petits schémas en bleu que vous voyez apparaître, ça vient d'une étude Gartner. Donc, vous retrouvez la référence en bas, qui est éditée en août 2024 et qui est vraiment très bien pour pousser le sujet. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc, du coup, les grandes fonctionnalités attendues, donc la fonctionnalité de reporting et de publication de rapport, tout ce qui est autour de la collecte de données, la visualisation de ces données et les grandes performances, les grands indicateurs de mesure de l'ESG. Donc ça, c'est vraiment, ils appellent ça core, mais on pourrait aussi dire le minimum syndical, si vous voulez, d'un outil tel qu'il est attendu aujourd'hui. Si on va plus loin, on attend évidemment plus que ça. On attend d'être aidé sur la partie planning et gestion avec des outils de pilotage, des outils de plan d'action. On attend à ce que la double matérialité, on puisse la faire dans l'outil pour que du coup, elle puisse s'exporter directement dans votre rapport de durabilité, idéalement, la partie analyse d'écart puisse se faire quasiment automatiquement et que vous, en grande partie au moins, et que vous puissiez retomber presque en direct sur la liste des points de données associés à ça. La consultation avec les parties prenantes externes, le fait d'avoir un benchmark avec les acteurs de votre secteur d'activité, le fait de pouvoir échanger en direct avec vos fournisseurs, répondre à leurs attentes et vous-même aller chercher les informations qui vous manquent. De plus en plus, ces systèmes embarquent de l'intelligence artificielle qui est utilisée aujourd'hui à deux niveaux principaux. Un, pour aller collecter les données directement dans votre système d'information. Certains outils proposent ça aujourd'hui, d'aller explorer dans toutes vos données, ce qui pourrait peut-être répondre au data point, 3,456, et il vous fait une proposition. Peut-être qu'il a tort, mais peut-être qu'il a raison, et donc du coup, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et d'autre part, l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour générer des propositions, et notamment sur tout ce qui est politique RSE, politique carbone, politique RH, etc., etc. Et enfin, la partie financière, prédictive et analytique qui vous permet de construire des plans en se disant, bah voilà, si je change tel type de fournisseur, ça va me coûter tant et ça va avoir tel impact en termes de carbone. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Où est-ce qu'on positionne ce futur système d'information ESG dans votre système existant? La particularité d'un système d'information ESG, je pense que vous avez compris ce que j'ai dû vous le dire déjà 10 fois, c'est que du coup, c'est un système à la fois dans lequel on va pouvoir saisir des données, évidemment. Vous-même, vous allez pouvoir compléter notamment du qualitatif dedans et le mettre à jour. Mais aussi, c'est un système qui est très, très gourmand en données en entrée pour pouvoir être capable de produire ce qu'il a besoin en sortie, rapport aux mesures carbone. Donc, du coup, c'est bien un système qui est considéré comme un système d'information métier, et donc dans la colonne gauche, en rose, vous allez le retrouver, mais c'est un système dans lequel on va intégrer beaucoup de données en entrée. Donc, comment on fait ça? Il y a pas mal de méthodes différentes et ça dépend beaucoup de comment vous fonctionnez. En général, vos données, elles sortent des systèmes d'information métier, elles passent par un système d'IETL ou ESB qui va extraire ces données, plus ou moins les nettoyer, et les envoyer dans un entrepôt de données qu'on appelle un data warehouse. Et ensuite, ces données vont être mises sous des formats de cubes thématiques pour ensuite être utilisées sur différents systèmes métiers. Donc, l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir une architecture telle que vous la voyez à l'écran, c'est-à-dire positionner l'outil ESG comme un système métier
qui comprend à la fois des données en entrée, mais aussi des données en saisie, et donc des données dites sales qu'il faudra ensuite analyser et nettoyer. Faire repasser ces données via un ETL ou un ESB, stocker ces données dans le data warehouse et idéalement créer un data mart ESG ou cube ESG qui permettra, qui aura ensuite deux issues, renvoyer des données dans le système ESG et envoyer des données dans les outils de restitution si vous en avez, type Power BI, type voilà, qui vous permettra d'avoir des analyses sur vos données ESG, mais les croiser avec vos données commerce, vos données finance, vos données achats fournisseurs, etc. Et du coup, d'avoir des éléments d'analyse qui serviront à la direction. De nouveau, on fait référence à cette étude de Gartner qui est vraiment très, très chouette. Il y a différents types de gestion de la donnée pour l'ESB, pour le ESG, pardon. Au début, la donnée, il y a différents niveaux de maturité. Donc, la colonne de gauche, c'est le niveau de maturité minimum, et la colonne à droite, en gris, c'est la partie la plus évoluée. On démarre la collecte de données par une collecte manuelle, et puis au fur et à mesure, on va l'automatiser. On va démarrer la collecte des données au début par tout ce qui est plutôt Excel ou équivalent. Et on va s'orienter de plus en plus plutôt vers des bases de données. Au début, on va faire ce travail annuellement parce que c'est une très grosse charge de travail, notamment si elle est manuelle. Et au fur et à mesure, on va basculer vers des données qui sont envoyées de manière continue ou au moins régulière, qui va permettre à la fonction RSE de mettre à jour ses plans d'action, mettre à jour ses calculs, etc. Au début, on est sur de la donnée purement interne, puis on expose ces données à l'audit. Au début, on est sur de la donnée vraiment de niche sur votre chaîne de valeur vraiment interne, et puis au fur et à mesure, on va travailler sur de la donnée prédictive, de projection, etc., etc. On est sur de la donnée silotée, et puis on s'oriente vers de la donnée de plus en plus, alors là, il va démocratiser, mais désenclavé, mais désilotée, on peut dire ça. Transverse, merci. De nouveau, notre étude Gartner, là où elle est de nouveau super intéressante, cette étude, c'est qu'elle positionne le reporting ESG que vous voyez là en pétale orange, là, au milieu de tout ce qui est autour. Et donc, tout ce qui est autour, c'est à la fois la mesure de l'empreinte carbone, l'analyse de cycle de vie, la gestion du produit, les données qui permettent les principaux indicateurs ESG, tout ce qui est autour des fournisseurs, tout ce qui est autour de le numérique responsable, enfin, les traductions. Et puis la mesure de l'empreinte carbone. Et tout ça, tout ce bleu qui correspond à l'ESG, ce bleu clair, s'inscrit dans un système d'information en bleu marine beaucoup plus global, qui est le système de l'entreprise. Alors là, on est sur quand même, évidemment, c'est une analyse Gartner, hein, on est sur un système d'information d'une grande entreprise, rassurez-vous. Nous, on travaille principalement avec des PME ETI qui sont loin d'avoir toutes ces pétales-là. C'est pas un problème, il n'y a pas de stress là-dessus, évidemment, qui peut le plus peut le moins. Et maintenant, on va vous parler des familles de solutions et pour commencer, des critères de choix des solutions ESG. Donc, comme l'a dit Delphine, ce qui est super important, c'est d'avoir une solution qui apporte une certaine ergonomie, une facilité d'utilisation, de façon à ce que ce soit bien une solution qui rende service et qui permette de gagner du temps. La capacité aussi à traiter différents types de données, des données numériques, ça on a tous à peu près l'habitude, des données texte aussi, et aussi avec des différentes unités. Par exemple, là, on va essayer de charger des ETP. Les nouvelles unités, ça va être le CO2. On a besoin aussi d'être rassuré par rapport aux saisies, parce que comme dans tout outil, à partir du moment où on peut saisir, il faut des contrôles d'erreurs, des alertes pour vérifier si les données sont pas incohérentes. Le gros avantage de prendre une solution ESG, c'est aussi la consolidation des données en temps réel. Chaque directeur d'agence saisit les données d'électricité de son agence.
et ben, elles sont consolidées en temps réel. On voit que sur les 11 agences de Next Decision, l'agence de Rennes n'a pas saisi. Ça nous permet de relancer le directeur d'agence. Et il y a la possibilité aussi de mettre en place des workflows de validation avec une traçabilité. Donc, ça permet aussi d'avoir un valideur qui regarde la cohérence des données, parce que même s'il y a des saisies fiabilisées, il y a toujours besoin un peu de rechecker la cohérence. Les derniers critères de choix qui sont pas les moins importants, c'est de faciliter aussi les restitutions des données. Comme disait Delphine, ça peut être via des exports Excel, mais ça peut être aussi via des exports PDF un peu poussés qui permettent vraiment de fiabiliser l'export et de fournir les documents pour les audits, tout simplement. La possibilité d'audit de la solution, ça rejoint le côté traçabilité, de voir qui a saisi, quoi, quand est-ce qu'on a chargé les données, quelles modifications étaient apportées aux données. Les solutions ont besoin et ça c'est vraiment le gros plus de prendre une solution dédiée, c'est qu'en fait elle s'adapte aux évolutions réglementaires. Comme l'a dit Delphine, clairement les réglementations ça change beaucoup. Cette semaine, la CSRD, il va y avoir des grosses évolutions, certainement un timing qui va être revu sur les 1200 data points. Ça va certainement changer un petit peu aussi. Les éditeurs sur le marché permettent en fait d'être à jour de cette réglementation et de pas avoir à la porter et de pas avoir cette charge intellectuelle pour le responsable RSE. Donc je pense que c'est un gros plus. L'adaptabilité organisationnelle, je rachète une filiale, clac, j'ouvre une nouvelle agence, je peux facilement rajouter l'agence dans l'outil et hop, c'est parti, ils peuvent intégrer le process général. Et pour finir, donc du coup, la saisie des plans d'action, suivre l'évolution et puis nous accompagner en fait avec des tâches, des alertes, des relances. Attention, telle saisie n'a pas été faite. Attention, votre action, vous étiez mis une deadline pour fin mars, vous n'avez pas fini, voilà. Et ça permet en fait d'améliorer la productivité et de pas oublier de mener les actions nécessaires pour corriger, avoir une progression dans l'entreprise sur la partie ESG. Et puis l'intégration de la solution dans l'architecture SI. Du coup, nos petites recommandations par rapport au choix des solutions ESG, c'est de faire une conception, comme tout outil finalement, une conception approfondie, savoir ce qu'on veut, ce dont on a besoin, comment fonctionne mon organisation, comment l'outil répond à l'organisation, quelle est la stratégie RSE en fait, à partir de qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, de façon à pouvoir choisir le bon outil. Et puis, ce qui est chouette, c'est d'avoir une approche progressive. L'objectif, c'est pas directement, par exemple, quand on parle de bilan carbone, on n'est pas obligé de faire scope 1, 2, 3, bam, la première année. Se dire, je fais le scope 1 et 2, et puis je me laisse le temps de digérer, de conduire le changement aussi en interne, et puis après, j'attaque le scope 3. Donc, je pense que c'est nos deux recommandations sur la mise en œuvre de projets ESG sur des nouveaux outils. Donc, bienvenue dans la jungle. Voici les familles d'outils ESG que nous avons identifiées chez Next. Donc, première famille, la famille à main nue, donc Excel. Donc, Excel, on va dire la suite Office. C'est, on va dire, l'outil facile, tout le monde connaît, gratuit, parce qu'en général, on a déjà la licence, donc il n'y a pas de coût supplémentaire. On peut l'adapter et hop, je rajoute une colonne et hop, je rajoute une ligne. C'est super facile. Par contre, c'est hyper laborieux, c'est très long, comme on disait. Ça permet pas en fait d'avoir d'aide sur la partie réglementation. C'est à nous d'aller chercher l'info et puis et de définir les indicateurs, etc. et de se tenir à jour de la réglementation et de suivre nos plans d'action, etc. Donc c'est long, c'est quand même peu fiable dans le sens où la consolidation des données, les saisies, la traçabilité, c'est quand même moins les capacités d'audit d'un fichier Excel sont quand même assez limitées et puis donc du coup moins collaboratif. Du coup,
Deuxième famille, la famille à la machette. Donc, les solutions qui sont dédiées au bilan carbone. Scope 1, 2, 3. Donc, pour rappel, scope 1, émissions directes. Scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie. Et puis, scope 3, les autres émissions indirectes. Dans la famille Carbon Only, donc au niveau du périmètre fonctionnel, comme je le disais, donc c'est focus sur le bilan carbone, donc avec la mesure de l'empreinte carbone, la définition de la trajectoire, l'élaboration d'un plan d'action personnalisé, la mise en œuvre d'actions pour réduire les émissions de CO2 et puis communiquer sur l'engagement climatique. On a identifié 2 solutions dont on va vous parler un petit peu aujourd'hui, Axio et Carbo. Donc, ces 2 solutions sont orientées vers tout ce qui est réduction des émissions et bilan carbone. Axio a l'avantage de proposer 2 offres. Une offre standard, donc à environ 2 000 € par an, et puis une offre clé en main à 3 000 € par an. C'est pour vous donner une idée aussi des prix, parce que c'est vrai que quand on choisit une solution, il y a toujours un enjeu un peu budgétaire pour l'entreprise. Donc, des offres pas très cher, avec une approche complète sur la partie carbone, qui vous permettent d'être autonome dans l'utilisation, c'est-à-dire que vous pouvez être accompagné pour la première année, et puis en fait facilement, vu qu'il y a, comment dire, ce sont des outils ergonomiques, vous prenez en main la solution, puis ensuite vous êtes autonome pour les bilans carbone des années suivantes. Pour la mise en place, la méthodologie au robuste, voilà, ça correspond aux standards du marché et ça permet de fournir des reportings et tableaux de bord. Le petit inconvénient, c'est que comme tout outil, vous verrez, ça c'est un inconvénient qui revient sur beaucoup de solutions, à partir du moment où on charge des données, on dépend des données et de la qualité de données en entrée. C'est-à-dire que si les données sont incorrectes en entrée, forcément, quand on les charge dans l'outil, ça peut, on peut voir des alertes ou des incohérences et il faut aller les corriger dans l'idéal dans l'outil source de façon à s'améliorer aussi et gagner en fiabilité de données. Il y a besoin d'une implication interne. Donc, quand on parle d'autonomie, l'idée, c'est de faire souvent des projets et d'accompagner en fait nos clients sur ces solutions en mode coaching, c'est-à-dire qu'on se met côte à côte, on co-construit en fait le premier bilan carbone, et donc du coup, il faut un interne qui met un peu les mains dedans avec nous, qui s'intéresse à la solution et puis qui pourra après passer le relais et puis se servir de la solution seule. Et le petit bémol aussi, c'est l'automatisation limitée sur certaines tâches. Pour l'outil Carbo, les avantages, c'est que facile d'utilisation, pareil, ergonomique, le bilan carbone est complet, c'est un outil qui est collaboratif, qui permet d'impliquer les salariés, mais aussi d'autres parties prenantes externes comme les fournisseurs, les clients. Il y a un fonctionnement freemium, donc avec un accès en test gratuit, ce qui peut être appréciable pour tester une solution sur un petit périmètre et se dire et voir si on se projette bien dans la solution. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça et ça fonctionne bien et ça permet de se rassurer avant l'achat. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même beaucoup transformer les données en amont. Tout comme Axio, il faut s'impliquer en interne pour élaborer aussi le plan d'action afin d'être autonome. Et c'est un outil qui est moins adapté. Les outils qui font que carbone et surtout Carbo est moins adapté à des grosses organisations. C'est plus pour des PME, des ETI. Troisième famille, la famille où on traverse la forêt avec un plan, donc la CSRD Ready en version ESG. Donc du coup, l'avantage, c'est que là, il y a la partie carbone et on rajoute toute la partie reporting extra-financier. Donc on collecte, on analyse les données climatiques, on calcule les émissions, l'empreinte carbone. Mais on prépare aussi les rapports de durabilité, CSRD, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Ces outils permettent de calculer des indicateurs clés de performance, de faire des tableaux de bord qui sont personnalisés, personnalisables.
de suivre des indicateurs en temps réel, hein. C'est vrai que cette notion de temps réel, comme disait Delphine, en général, la première année, il y a une grosse charge de travail, même quand on est dans enfin, même quand on choisit un outil, parce que bah, c'est la première fois, donc on découvre. Euh, on le fait aussi pas au fil de l'eau. C'est vrai qu'une fois qu'on a conscience du périmètre de ce qu'il y a à faire, l'objectif avec ces outils, hein, c'est d'étaler la charge tout au long de l'année et que finalement, bah, tous les mois, on saisit la conso d'électricité ou tous les trimestres d'un site. Enfin voilà, on charge les données des collaborateurs, etc., de façon à pouvoir aussi finalement en faire une tâche, on va dire, hebdomadaire, un peu pour tout le monde. Et comme ça, bah, ça permet de lisser en fait la charge dans le temps, d'avoir un avancement aussi. Et les solutions ESG, hein, donc comment dire, de cette famille permettent aussi de gérer le plan de transition. Comment je l'améliore? Une fois que j'ai fait mon premier reporting, bah, l'idée, c'est d'identifier des axes d'amélioration et puis de les conduire dans le temps. Et ça permet aussi de répondre aux exigences, hein, de sécurité et de conformité sur ces données. Donc, en résumé, c'est des fonctionnalités qui couvrent carbone et la publication des 1200 indicateurs de durabilité. Dans cette famille, on va faire le focus sur 3 outils. Donc, d'abord sur Climatype, qui est un outil qui a l'avantage de permettre de facilement intégrer les données. On peut personnaliser la plateforme, comme on l'a dit, dans les fonctionnalités générales. Il est assez facile à paramétrer. Enfin, voilà, la méthodologie du projet, on a déjà fait sur Climatype et ça s'est bien passé. Elle est robuste. Ça permet aux clients d'être autonomes et donc du coup de prendre en main l'outil assez facilement. Les coûts restent très abordables, hein, donc c'est un bon rapport qualité-prix et donc très adapté aux ETI PME qui ont besoin d'un outil, on va dire, simple et efficace. Voilà. L'inconvénient, ce serait un peu l'ergonomie. Certains écrans sont parfois peu intuitifs ou dans la navigation, il y a 2, 3 trucs qu'il faut savoir et c'est tout l'intérêt de prendre un peu de prestation d'accompagnement et au départ pour mettre en place l'outil. Et puis, c'est pas adapté à un contexte international. SAMI, donc deuxième outil dont l'avantage est de permettre l'analyse et l'évaluation de l'impact carbone, de prendre des décisions fondées sur les données qu'on aura chargées, plus ou moins manuellement, l'automatisation des rapports et ça permet de s'adapter au contexte spécifique des entreprises. L'inconvénient, tout comme Climatype, un peu moins user-friendly. Sur la partie UX, UI, il y aura quelques trucs à revoir. Il y a une dépendance aux données disponibles et puis peu d'analyse prédictive. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet plus de, voilà, je fais mon rapport, je les automatise, je peux faire quelques saisies, mais voilà, il n'y aura pas toute la partie IA dans les fonctionnalités un peu bonus dont a parlé Delphine, c'est pas encore dans une solution comme SAMI. Et pour finir, Sweep, donc qui a l'avantage d'améliorer la prise de décision, qui permet de s'aligner avec les normes et les réglementations, qui permet de calculer l'empreinte carbone de façon fiable, de gagner en transparence et puis d'accéder facilement à vos données et puis à des analyses, comme on l'a dit, des tableaux de bord, des KPI, etc. L'inconvénient, c'est la dépendance à la qualité de données. Moins de flexibilité d'adaptation à des besoins spécifiques. C'est vrai que ces solutions à CSRD, voilà, c'est plus, il faut, comment dire, il faut essayer de coller au fonctionnement de la solution. On ne peut pas forcément faire trop de paramétrage supplémentaire dans la solution. Voilà, c'est un peu moins flexible et parfois ça peut être un peu difficile à appréhender, un peu complexe au départ. Donc, pour conclure sur cette famille, hein, avec un plan sur les solutions CSRD Ready, donc c'est vraiment des solutions qui sont assez complètes, qui sont quand même un beau rapport qualité-prix et qui correspondent quand même, hein, pour les PME, ETI, c'est vraiment
Voilà, ça couvre quand même beaucoup de besoins et ça peut être un bon premier pas pour les premières années et se mettre en conformité par rapport à la réglementation. Les limites qu'on peut y voir, c'est moins capable d'accompagner les RSE, enfin, et la démarche RSE dans leur globalité versus la nouvelle famille qu'on va voir, la famille connexion avec la nature de plateforme RSE. On peut appeler ça aussi l'ERP du RSE. Euh, Ça permet vraiment de préparer les rapports de durabilité, le CSRD, le reporting carbone, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tous les autres, toute la partie EcoVadis, les rapports d'émissions, la mise en conformité pour les EUDR, pour les entreprises qui sont impactées. Et du coup, en termes de périmètre fonctionnel, les plateformes RSE permettent donc le suivi, l'animation du bilan carbone sur les 3 scopes, la collecte automatisée des données ESG, la préparation des différents types de rapports et pas que la CSRD, la production d'indicateurs clés de performance, de tableaux de bord, la saisie et le suivi des plans d'action, la disponibilité des données en temps réel, la consolidation des données, le plan de transition et sécurité conformité. Donc, du coup, c'est des outils qui vont vraiment être plus complets, qui vont permettre de couvrir aussi l'orientation stratégique dans l'entreprise sur tout ce volet RSE, social et environnemental. Pour la première solution, donc on a fait le focus sur Tenaxia Trace maintenant, puisque Tenaxia a racheté Trace, donc pour un peu étendre son périmètre fonctionnel. Donc, l'avantage, c'est que la collecte est très bien automatisée sur toutes les données industrielles. La plateforme est personnalisable, elle est facile à paramétrer, elle permet de mesurer l'empreinte carbone de façon fiable et pour le coup, versus les premières solutions qu'on a vues, et adaptée aussi pour un contexte international. L'inconvénient qu'on peut noter, c'est le recours à Excel pour préparer et charger les données dans la plateforme. Le calcul de bilan carbone est peu industrialisable et le coût est assez élevé, en tout cas plus élevé que les solutions précédentes. Deuxième solution, au Sapiens, donc l'avantage automatisation et gain de temps, la conformité aux réglementations internationales, le UDR, CSRD, etc. Donc là, comme on le disait, le gros plus, c'est que là, dès qu'il y a des évolutions, les plateformes sont mises à jour et ça permet de soulager de cette charge, de faire de la veille et d'aller chercher les informations, sur les et de consulter les différentes lois et réglementations, ce qui peut être assez chronophage. Ces solutions ont aussi l'avantage de permettre de la transparence, de la traçabilité, de gérer de façon optimisée. Le gros plus de Sapiens, c'est le focus sur la chaîne d'approvisionnement, toute la partie logistique. Et elle fournit aussi des outils analytiques et des reportings avancés. L'inconvénient, ça va être la mise en œuvre un peu complexe, une personnalisation un peu limitée, enfin peut-être plus limitée que Tenaxia, et une certaine dépendance à la solution. Dernière solution pour les plateformes RSE, Zai. Donc, c'est une solution qui permet d'identifier les impacts ESG, comme les précédentes. Ces gros plus, ce sont l'accessibilité, la simplicité d'utilisation, la conformité aux réglementations ESG, l'évaluation, le suivi personnalisé. Et les inconvénients, une adaptabilité limitée pour les grandes entreprises et une dépendance à l'outil pour la structuration de la démarche RSE et un peu moins, les deux derniers inconvénients sont liés un peu moins d'interconnexion avec d'autres outils. Dernière famille, donc la famille, il y a alliance avec les autochtones, donc les EPM. En fait, EPM, Enterprise Performance Management, qui sont des outils que
qu'on voit depuis plusieurs années sur les marchés, enfin depuis plus de 10 ans donc qui sont plus des solutions pour l'élaboration budgétaire, et donc du coup avec beaucoup de données financières historiquement. Et là, en fait, les solutions d'EPM ont rajouté toute la partie données ESG de façon à pouvoir finalement basculer sur une comptabilité triple capital. Donc, historiquement, les données étaient plutôt des données chiffrées en euros. On calculait dans des EPM, donc du coup, plus des performances économiques, de la rentabilité, les revenus, les dépenses, les profits. Et en termes de restitution, on était plus sur des bilans, des comptes de résultats, voilà, de l'analytique financier. Et en fait, là, il y a tout un volet donc social et environnemental qui a été rajouté dans ces solutions avec le traitement de données qualitatives et quantitatives. Donc là, en termes d'unités, on va rajouter du coup ce que je disais tout à l'heure, le CO2, les ETP par exemple. Les sources de données sont plus hétérogènes. Et les restitutions, là, on va parler des bilans d'émissions, de la CSRD, du bilan carbone, etc. Donc, du coup, le gros plus de ces solutions, c'est qu'elles sont déjà connectées, en fait, avec le SI de l'entreprise. Et finalement, c'est rajouter des connexions et ça permet de faire le parallèle entre les états financiers de l'entreprise et rajouter donc la partie sociale et environnementale. Donc, du coup, en termes de fonctionnalité, donc ça permet de générer le reporting CSRD en parallèle du reporting comptable, d'évaluer la double matérialité, de calculer les émissions carbone, de construire la feuille de route ESG, tout comme il y a une roadmap, budgétaire, et en fait, il y a la feuille de route ESG, c'est la roadmap environnementale et sociale de l'entreprise. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits, c'est pour ça que les éditeurs de solutions EPM se sont vraiment rajoutés en fait ces fonctionnalités à leur solution. Les données sont automatisées, centralisées, avec des tableaux de bord en temps réel. Donc, Intuito permet de respecter les réglementations, d'évaluer la double matérialité, de faire est compatible avec les ERP et la BI traditionnelle, ce que je disais avec l'écosystème du système d'information de l'entreprise. Et c'est un outil qui est complémentaire à IBM Planning Analytics, qui est un outil d'élaboration budgétaire très connu, adapté plutôt aux grosses entreprises et avec un coût donc du coup plus élevé que les solutions précédentes. On a JDocs, dont le gros avantage est l'intégration avec Excel. En fait, il y a un add-in Excel et ça permet vraiment de faciliter la conduite du changement, puisque en fait, on travaille dans Excel, on a l'impression de travailler dans Excel et finalement, les données sont chargées en dynamique dans JDocs. Donc ça, c'est en termes de conduite du changement, de prise en main par les utilisateurs qui saisissent, c'est vraiment chouette et très apprécié. Et puis, en termes d'inconvénients, il y a plus d'accompagnement quand même externe à prévoir pour la modélisation et pour la construction de la solution et plus adapté aux grandes entreprises. Pour finir, Lucanet, donc pareil, compatible avec ERP et BI traditionnel, facile d'utilisation, permet de facilement intégrer les données. Et l'inconvénient, c'est qu'il a des fonctionnalités de planification plus limitées, par exemple qu'un JDocs, et certaines fonctionnalités peuvent être un petit peu complexes. Et pour conclure, je vais laisser la main à Delphine. Comment Next Decision vous accompagne pour vous faire tout ça? On vous accompagne dans la mise en conformité CSRD. L'avantage que l'on peut avoir par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on vous accompagne à la fois sur le volet métier, cadrage, l'analyse de double matérialité, la stratégie RSE, la mesure de l'empreinte carbone, mais aussi sur le volet outils. Comment est votre système d'information actuellement? Comment faut-il l'adapter pour la collecte ESG? Quelles sont les préconisations qu'on peut vous faire? Comment on vous aide à choisir le bon outillage et comment bien l'intégrer, faire l'aide au choix et la collecte de vos données?
Donc, c'est un accompagnement clé en main, mais aussi à la carte, parce que parmi tout ce que je viens de vous citer, évidemment, vous pouvez toujours faire du pick and choose. Dans la prestation d'accompagnement de mise en conformité, il y a la partie bilan carbone et feuille de route de décarbonation, mais qui peut être prise évidemment à part, avec un outil à choisir. Vraiment relatif à l'accompagnement, enfin, au webinaire d'aujourd'hui, il y a un accompagnement d'aide au choix du SI ESG en fonction de ce que vous voulez en faire, des réglementations que vous êtes assujettis, etc., etc. Là, on est sur entre 8 et 15 jours d'accompagnement. Donc, grosso modo, une prestation autour de 10 000 € pour vous faire à peu près un ordre d'idée. On peut également vous accompagner à la définition de votre stratégie RSE. Et là, on est sur un accompagnement vraiment à la carte en fonction de ce que vous voulez faire sur la stratégie RSE, jusqu'où vous voulez aller, et notamment dans la consultation des parties prenantes. Et enfin, la mise en conformité EUDR, la lutte contre la déforestation, où là, il y a 2 volets également. Il y a un volet métier, mettre en place tout ce qui est analyse du risque et due diligence, et un volet outillage, pour ceux qui le souhaitent, pour pister toute la traçabilité entre la parcelle où la matière a été récoltée, et les différents intermédiaires qui ont participé à sa transformation, jusqu'à la vente au client final. Donc là, on est vraiment bien sur un sujet donné. On travaille sur ces sujets depuis maintenant un peu plus d'1 an chez Next Décision. Donc, on a travaillé sur beaucoup de systèmes d'information ESG maintenant, et on accompagne de plus en plus d'entreprises dans des accompagnements de bout en bout. C'est des accompagnements qui souvent durent environ 18 mois. Un grand merci à vous pour votre participation, votre écoute. Merci à Delphine parce que tu fais un super boulot sur la partie RSE et elle nous guide tous dans cette voie-là. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.